Bonjour à tous, salam alaikum. Aujourd'hui, je vous retrouve, après une pause, pour vous parler d'un projet de loi qui est aux antipodes de la nature humaine, du bon sens. Un projet de loi anti-anthropologique qui ne respecte aucune règle de filiation. C'est la PMA, dite pour toutes. La procréation médicalement assistée, pour les femmes seules ou les femmes vivant en couple, des femmes lesbiennes, qui pourraient alors demander un don de sperme pour avoir un enfant et pour l'éduquer, sans père, mais avec une ou deux mères. Ce qui est évidemment contre nature. L'ancienne ministre de la Santé, Agnès Buzyn, avait annoncé ce projet de loi le 23 octobre 2018. Et à présent, le ministre de la Santé, Olivier Véran, prétend que cette loi est attendue par une grande partie de la population française. En tout cas, j'affirme que la majorité des Français est contre. Il y a même des sondages. Le 30 juillet de cette année, l'Assemblée nationale a adopté l'article qui prévoit cette ouverture de la PMA à toutes les femmes à 66 voix contre 27. Donc c'était ridicule en fait, c'était absurde, c'était en plein été, la majorité des députés étaient absents et ils ont quand même voté cette loi. Mais rien n'est encore perdu, car l'article doit encore repasser devant le Sénat, peut-être pas avant janvier 2021, avant que les parlementaires des deux chambres ne tentent de trouver une version de compromis. Donc on peut encore espérer que cette loi ne passe pas, et on doit tout faire pour qu'elle ne passe pas, Inch'Allah. Ce qui est fou en fait, c'est qu'aujourd'hui, avec la crise sanitaire que nous connaissons, le gouvernement persiste à vouloir adopter et financer cette loi sociétale, alors même qu'il y a eu beaucoup de défaillances dans le système de santé, une pénurie de masques, de respirateurs, etc. On connaît tous les horreurs et les ténèbres que nous avons vécues. Et au lieu d'employer leur énergie et l'argent de l'État à une amélioration, voire à une réforme du système de santé en France, il est toujours d'actualité de faire cette réforme sociétale contre toute filiation. Donc là, je vais vous présenter les arguments de ceux qui sont pour pouvoir les démonter un à un, Inch'Allah. Donc des personnes sont pour la PMA pour toutes, car elles disent qu'il y a des femmes qui souhaitent avoir un enfant, mais qui ne veulent pas entretenir de relations avec un homme. Et donc qui veulent les aider à avoir un enfant, mais sans homme. Donc d'abord, le désir de maternité est humain et légitime, mais vouloir un enfant sans relation avec un homme, voilà qui s'assimile à vouloir le beurre et l'argent du beurre, si je puis dire. Et la question qui me taraude est la suivante. Pourquoi fuyez-vous les hommes à ce point-là? Je pense que les réponses à cette question demandent une introspection et du temps. Mais comment peut-on se sentir prête à avoir un enfant alors qu'on n'est pas prête pour une relation de couple avec quelqu'un qui nous est complémentaire? Par complémentaire, j'entends une personne du sexe opposé. Je pense qu'il s'agit d'un autre débat pour expliquer en quoi l'homme et la femme sont complémentaires et pourquoi deux femmes ne peuvent pas l'être. Mais poursuivons. Le principal argument des personnes en faveur de cet élargissement de la PMA repose sur le droit à l'enfant, le désir d'enfant. Mais qu'en est-il du droit de l'enfant? Et fait-on un enfant pour soi ou pour lui-même? Ces notions de droit et de désir d'enfant, largement répandues et en même temps extrêmement complexes, sont très complexes dans leur perversité. Ces notions dénotent une pensée individualiste et même égoïste, disons-le. Elles découlent aussi de l'absence de reconnaissance juridique de l'enfant qui n'est pas encore né. C'est vrai que jusqu'à la naissance, on ne reconnaît pas le fœtus comme un être humain, malheureusement, bien que biologiquement il l'est. Mais selon la loi, non. Voilà déjà une première absurdité. Et donc, cette notion de droit à l'enfant, de désir d'enfant, repose aussi sur une idée consumériste de possession, comme si que l'enfant à naître, tel un esclave, appartenait à sa mère. Dans nos sociétés, une femme enceinte a un pouvoir divinisé sur son fœtus, sur son enfant, le droit de choisir sa destinée, le droit de vie ou de mort sur lui, le droit de lui provoquer des maladies, notamment dues au tabac ou à l'alcool. Cette emprise perdure bien après la grossesse. J'en arrive au troisième argument. Donc, ils diront que si des techniques existent
pour les couples hétérosexuels, ne pas les autoriser pour les homosexuels, c'est discriminatoire. Je vais préciser que je ne suis pas pour la PMA pour les couples hétérosexuels. Surtout avec don de sperme, alors là c'est impossible. Qu'une femme mariée à un homme reçoive le don de sperme d'un autre homme est hautement immoral. On devrait tout mettre en œuvre pour abolir cette loi, et non pas poursuivre ces iniquités en créant d'autres lois. Maintenant, parler de discrimination n'a pas de sens. Chaque enfant naît de toute manière d'un homme et d'une femme, grâce à la fécondation d'un ovocyte, gamète femelle, par un spermatozoïde, gamète mâle. La rencontre de deux gamètes femelles dans un tube à essai n'aboutirait jamais à la fécondation, n'aboutirait jamais à la formation d'un enfant. C'est le principe de la reproduction sexuée. Il faut l'intervention d'un gamète mâle et d'un gamète femelle. C'est une évidence, un fait biologique incontestable. Et la procréation se fait toujours ainsi, qu'elle soit ou non assistée par des techniques. C'est une idéologie athée de toute façon, opposée à la vérité, au bon sens, aux sciences exactes. C'est un obscurantisme d'un nouveau genre, un obscurantisme athée. Et bien sûr, il ne faut pas oublier le fameux argument « les enfants qui grandissent sans père ne sont pas plus malheureux que les autres ». Mais qu'est-ce que vous en savez, ceux qui disent ça? Avez-vous perdu votre père pour vous permettre de dire que ce n'est pas un malheur? Qu'on pourrait priver délibérément l'enfant de père et que ce n'est rien, puisque d'autres l'ont surmonté de toute façon. Mais quelle est cette logique? Quel est ce raisonnement? Il faut arrêter de parler des gens par procuration, déjà. C'est pourquoi j'encourage les personnes qui ont grandi sans père à témoigner. Les orphelins de père ont le droit à notre bienveillance, notre empathie, et ils n'ont que faire de nos idées préconçues. Évidemment que bon nombre d'entre eux se construisent, aussi bien, voire mieux, qu'ils le surmontent, mais l'absence de père n'en est pas moins un malheur. De plus, ce sont des situations qui ne sont pas comparables. Les orphelins savent qui est leur père, ce qui fait toute la différence. Pour ces enfants, leur père est une personne qui a aimé et a été aimée par leur mère, avec un visage, des photographies, des souvenirs, une histoire. Leur père n'est pas qu'une semence dénuée de toute identité, leur délivrant une mystérieuse moitié génétique. Tout enfant a le droit à un père. Et c'est ça le but, c'est vraiment de défendre le droit des plus fragiles. Et en l'occurrence, des enfants à naître, qui n'ont pas de voix par eux-mêmes, ils ne peuvent pas se défendre. Personne n'a le droit de priver volontairement un enfant d'un père, pour toutes les raisons que nous venons d'énoncer. De plus, le père a un rôle extrêmement important dans l'éducation de son enfant, qui par essence est différent du rôle de sa mère. Évidemment, de manière superficielle, on peut dire qu'aujourd'hui, une mère peut très bien subvenir aux besoins de son enfant toute seule. Mais tout cela est matériel. Devenir une personne ne se limite pas à apprendre telle ou telle chose, à avoir le permis de conduire ou les études financées. Non, devenir une personne, c'est aussi avoir une spiritualité, des valeurs, une moralité. Et pour cela, il faut avoir un père et une mère. Dans l'idéal, bien sûr. Mais c'est quelque chose d'essentiel, d'indispensable. On devrait tout faire, au contraire, pour qu'un enfant ait un père et une mère. Et si ce n'est pas le cas, tout faire pour qu'il puisse se construire dans les meilleures dispositions possibles. Et pas créer des enfants qui grandiront sans père. Créer, entre guillemets. Créer ce genre de situation, en tout cas. Un enfant a besoin d'apprendre le sens des responsabilités. À cette fin, il a besoin de l'autorité paternelle, qui est différente de l'autorité maternelle. Le père a aussi le rôle de protection et de mise en garde contre les dangers. Par exemple, il pourra d'autant mieux protéger sa fille qu'il connaît les intentions des hommes puisqu'il en est un lui-même. Il pourra aussi protéger son fils en le mettant en garde contre les fausses images de la virilité. Il est évident que dans ces domaines, une mère a des lacunes, de la même manière qu'un père aura des lacunes dans d'autres domaines. Le père est un modèle de virilité pour son fils, un modèle d'humanité pour tous ses enfants, fils ou filles. Le père transmet un ensemble de valeurs à son enfant, la loyauté, le courage, l'honneur, la persévérance ou même le sens de l'humour. Certes, toutes ces valeurs peuvent aussi être transmises par la mère, mais pas de la même manière. Sans père, comment un enfant peut-il construire ses idéaux?
Les conséquences de l'absence de filiation. Si le père devient un donneur de sperme anonyme, il y aura des ravages prévisibles dans la société et sans doute d'autres ravages qu'on ne peut même pas prévoir. Dans l'idée de patrimoine qui vient du latin patrimonium, qui signifie littéralement héritage du père, on a tous le droit de connaître ses origines. Comme dit l'adage, pour savoir où on va, il faut savoir d'où l'on vient. Voilà, je vais m'arrêter là parce que c'est extrêmement long. Je pense que je ferai une deuxième vidéo sur le sujet. J'espère que ça vous a intéressé, que ça vous a plu, que ça vous a alerté surtout, car c'est ça le but. Si vous avez des idées sur les actions qu'on pourrait mener pour alerter, pour éviter cette loi. Puis il faut savoir que le Sénat est majoritairement de droite pour trouver un moyen que le Sénat s'oppose à cette loi, car c'est ça le dernier espoir qui reste, à mon avis. Voilà. Donc vraiment la filiation c'est extrêmement important, c'est ce qui a façonné les civilisations humaines. Sans filiation, pas de civilisation. Voilà. Voilà, je suis heureuse de vous avoir exposé mes arguments. Je vous remercie, je vous invite à liker, à partager, à commenter, à donner vos opinions, à donner vos idées, que vous soyez d'accord ou non d'ailleurs, car c'est ça aussi qui est intéressant. Je vous remercie et je vous souhaite une excellente journée. Au revoir et salam alaikum.